Israël ordonne à l'armée de créer une zone sans armes dans le sud de la Syrie. Déclaration alors que l'armée israélienne a mené jusqu'à 250 frappes aériennes ces dernières heures sur des sites militaires de l'ancien régime de Bachar al-Assad en Syrie. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Quelle est la stratégie de Benyamin Netanyahou avec ces frappes présentées donc comme préventives? Est-ce que c'est pas aussi une façon d'avancer ces pions pendant que les regards sont tournés ailleurs, en particulier à Damas, où débute une forme de transition, en tout cas, où des nouveaux maîtres ont pris possession des lieux? D'abord, il ne s'agit pas de la stratégie de Benyamin Netanyahou, mais du gouvernement israélien. Nous sommes un système parlementaire coalitionnel. Il s'agit de la décision du cabinet israélien. Et la stratégie du cabinet de guerre israélien est d'éviter que l'armée syrienne, que l'équipement de l'armée syrienne ne tombe dans les mains des djihadistes. Au moment où nous parlons, Tsahal, l'armée israélienne, a éliminé à peu près 80% de l'armement syrien, de l'armement gouvernemental syrien, justement pour éviter, comme je l'ai dit, que les djihadistes s'en emparent. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce qu'il restait de l'armée de Bachar al-Assad a été éliminé. Derrière cette intervention, il y a aussi l'idée qu'Israël ne croit pas du tout au récit actuellement mis en avant, celui d'une transition en Syrie qui pourrait être démocratique, quand bien même le groupe qui a pris le pouvoir à Damas est effectivement un groupe islamiste. Évidemment que l'idée selon laquelle la Syrie deviendrait un État démocratique est un conte de fées. Je ne connais pas d'État arabe démocratique, il y en a 21 dans le monde, donc je ne vois pas en quoi la Syrie devrait être une exception, alors même que c'est un État qui est devenu un État virtuel, qui n'existe plus dans les faits, et qui au moment où on se parle est déjà une forme de Somalie aggravée, avec une division physique entre les Kurdes, les sunnites et les chiites, et les autres sectes qui composent ce pays virtuel. Et comment sont perçues ces opérations par l'opinion publique en Israël, à la fois les frappes et le déploiement de l'armée israélienne sur le plateau du Golan? Du point de vue de l'opinion publique israélienne, il est clair que la majorité des Israéliens perçoivent ces frappes israéliennes et cette prise de contrôle sur le terrain comme des actions nécessaires pour démanteler l'axe iranien d'agression, mal nommé axe de résistance, qui est en train de s'effondrer grâce à Israël, puisque 3 des alliés ou des proxys de l'Iran ont été abattus par Israël, le Hamas, le Hezbollah et maintenant le régime d'Assad. Donc les Israéliens, dans leur quasi-totalité, évidemment, soutiennent ces décisions du gouvernement de démanteler l'axe iranien d'agression. Assez peu de réactions à ces frappes israéliennes, hormis l'Iran, justement, qui dénonce de son côté une agression qui est une violation flagrante de la charte des Nations Unies. Qu'est-ce que répondent les Israéliens à cette déclaration iranienne? Vous remarquerez le cynisme de ce régime fondamentaliste, théocratique et génocidaire qui tout d'un coup se pavane de droit international, comme si l'Iran, qui est responsable des pires agressions, des pires assassinats dans le monde depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Amérique latine, s'intéressait au droit international. C'est du pur cynisme, cette théocratie qui sème l'agression et l'instabilité au Proche-Orient et dans le monde depuis plus de 4 décennies. Il est temps qu'effectivement qu'elle soit neutralisée, pas seulement pour le bien de la région, mais également pour le bien des Iraniens eux-mêmes, qui sont victimes de cet État terroriste qui les tue lorsqu'ils exigent leur liberté. Israël voulait à l'origine se prémunir contre le régime de Bachar al-Assad, proche de l'Iran, contre des milices chiites ou même du Hezbollah qui auraient pu franchir cette frontière avec la Syrie, des milices qui ont pris la fuite vers le Liban, et pourtant Israël continue de déployer ses forces. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe ? Il n'y a pas de paradoxe dans la mesure où ce n'est pas Israël qui choisit les forces qui vont diriger ou ne pas diriger ces pays devenus fantômes que sont le Liban et la Syrie. Du point de vue d'Israël, l'important c'est de se préserver de ces forces djihadistes qui sont fanatiques, qui veulent imposer leur religion et leur fanatisme à la région et qui ont une obsession avec Israël,
qui vient en particulier de l'Iran, qui veulent éliminer Israël. Donc Israël se protège. Vous évoquiez Gaza, je ne sais pas si vous êtes toujours là, Emmanuel Navon, j'ai l'impression qu'on a perdu la liaison avec vous. On va essayer de vous retrouver, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Pendant ce temps-là, on va écouter ce témoignage recueilli à Damas, la capitale syrienne, par notre reporter Arthur Saradin. Il s'est entretenu avec l'un des combattants islamistes du groupe HTS, le groupe rebelle qui a libéré la ville après la chute de Bachar al-Assad. On écoute ce reportage d'Arthur Saradin et vous réagissez juste après Emmanuel Navon. Dans un café de Damas, une trentaine d'hommes en treillis dansent, kalachnikov à la main. Ces rebelles sont ceux qui ont pris la ville quelques jours plus tôt. Dans un coin de l'établissement, Khattab est arrivé d'Idlib. Il a découvert la capitale pour la première fois. Je fais partie d'un mouvement djihadiste à l'intérieur de HTS. Nos hommes sont de féroces combattants. Nous ne pensions pas que ce serait si facile de prendre la ville, mais nous étions prêts à nous battre jusqu'à la mort. Il est très jeune, vient de fêter ses 24 ans. Sa vie s'est faite dans la province du nord-est syrien, contrôlée par les rebelles islamistes. C'est la guerre qui l'a fait rejoindre leur rang. J'ai perdu énormément de mes amis dans cette guerre. Mon père a perdu ses jambes. Alors je suis parti faire le djihad dès que je suis devenu adulte, il y a 6 ans. Il s'arrête un instant, car des cris résonnent en contrebas dans la rue. Ce sont des rescapés de la prison de Sednaya, écoutez. Soit ils en sortent morts, soit ils en sortent complètement brisés et fous. La prison a été libérée il y a quelques jours par les rebelles, mettant à nu la cruauté du régime de Bachar al-Assad. C'est sur ce traumatisme que les groupes islamistes veulent gagner la confiance des Syriens en jurant d'instaurer un autre modèle. L'État au-dessus de nous, c'était lui l'État terroriste. Nous avons un problème avec le régime dans sa totalité. Cela signifie que nous traquerons et nous tuerons tous les hommes du tyran. Pour le moment, les gens ont peur, les rues sont vides. Ils ne réalisent pas encore. Il va leur falloir du temps pour s'habituer et revenir. Mais nous allons tout changer. Si Dieu le veut, tout sera bien mieux. Dans la Syrie en ruine, à genoux économiquement, l'État est déjà en transition. La nature du nouveau pouvoir, elle, est encore incertaine. France Info reportage en Syrie signé Arthur Saradin. On entend ce témoignage d'Emmanuel Navon et on n'a pas l'impression à première vue d'avoir affaire à des fous furieux. N'est-il pas un risque avec ces frappes israéliennes, risque de bavure, de susciter de la colère chez ceux qui sont en train de prendre le pouvoir à Damas ? D'accord, d'abord je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que nous avons affaire à des fous furieux en écoutant votre reportage, d'éliminer tous les anciens membres du régime Assad, et encore une fois ce scénario on le connaît, on l'a vu également en Irak, lorsque la dictature de Saddam Hussein a été remplacée par des forces islamistes. Ce n'est pas les frappes occidentales qui ont créé l'État islamique en Irak et en Syrie à l'époque. Même chose aujourd'hui. Israël et le monde libre doivent se préserver des forces islamistes et cesser de s'auto-accuser de la folie de leurs ennemis. Mais on voit la limite quand même de cette stratégie, notamment à Gaza où le Hamas a été fortement touché. Et pourtant, les combats continuent. Quelle doit être la stratégie israélienne ? Je vous rappelle que dans la bande de Gaza, le Hamas a été quasiment complètement éliminé, qu'il n'a plus de capacité militaire, qu'il n'a plus de capacité de diriger la bande de Gaza. Donc Israël a réussi à éliminer le Hamas en tant que force militaire et politique dans la bande de Gaza. Il est clair qu'après, la question qui se pose est du remplacement et du gouvernement ensuite. Mais encore une fois, il y a aujourd'hui des efforts avec la communauté internationale d'établir un régime plus ou moins fonctionnel dans la bande de Gaza. Cela sera difficile et prendra du temps. Même chose en Syrie, il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera. Mais encore une fois, la stratégie qui consiste à éliminer les forces islamistes, elle a fonctionné lorsque les forces de l'OTAN l'ont fait en Syrie et en Irak il y a 10 ans. Elle a fonctionné aujourd'hui avec les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Ensuite, il est clair que établir un régime fonctionnel, cela est difficile, mais cela ne dépend pas uniquement ni d'Israël, ni de l'Occident. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.